Ma belle-mère m'a volé pendant des années. Alors je lui ai donné un compte qui a détruit sa vie. Ma belle-mère Diane considérait mon compte en banque comme son distributeur automatique personnel depuis des années. Et je ne parle pas d'emprunter 20 $ pour un café ou de partager la note des courses. Je veux dire, si j'économisais le salaire de 3 semaines de travail chez Target, elle vidait chaque centime pendant que j'étais à l'école. Ça a commencé assez discrètement pour qu'elle puisse me manipuler et me faire croire que j'étais folle. 300 $ de mon premier salaire à 16 ans ont disparu. J'ai trouvé Diane affalée sur le canapé d'angle, regardant le Bachelor, en se vernissant les ongles en rose corail, comme si elle n'avait aucun souci au monde. Quand je l'ai interrogée sur l'argent, elle a à peine levé les yeux de sa manucure. « Eh bien, tu l'as laissé sur le compte joint. À quoi tu t'attendais ?» a-t-elle dit en soufflant sur ses ongles. « Ton père m'a donné accès à tout après son divorce d'avec ta mère. Ça montre la confiance, Avery. La confiance. » Ce mot allait me hanter pendant des années. J'avais travaillé tous les week-ends pendant 1 mois à ce boulot à plier des vêtements et à m'occuper de clients prétentieux qui me traitaient comme un meuble. Mais papa avait insisté pour le compte joint pour les urgences et pour m'apprendre la responsabilité. Ce qu'il avait vraiment fait, c'était de donner à Diane les clés de mon royaume financier. Quand j'ai économisé 800 $ pour ma robe de bal de fin d'année et mon voyage de terminale à Orlando, elle les a pris le matin de mes examens d'entrée à l'université. Je suis rentrée ce jour-là, le cerveau grillé par les tests standardisés, pour la trouver en train d'essayer des talons de créateur Christian Louboutin dans l'entrée. « Jolies chaussures !» ai-je dit, ma voix à peine stable. Elle a fait une pirouette comme si elle était sur un podium. « Christian Louboutin, je les ai eus chez Nordstrom aujourd'hui. C'est à ça que servent les cartes de crédit, ma chérie. Arrête d'être si dramatique à propos de l'argent. » Dramatique à propos de l'argent. De l'argent que j'avais gagné pendant des mois en pliant des jeans et en nettoyant des cabines d'essayage. 2000 $ en argent de remise de diplôme de mes grands-parents et de mes tantes ont disparu du jour au lendemain. Le lendemain matin, Diane a posté des photos sur Instagram d'une fête chic au bord d'une piscine à Malibu, cocktail à la main, lunettes de soleil de créateur reflétant le soleil de Californie. « Tu vis ici, n'est-ce pas ?» a-t-elle dit quand je l'ai confrontée. Cette piscine chauffée et le service de ménage ne sont pas gratuits, Avery. Considère ça comme un loyer. Le plus tordu dans tout ça, son fonds en fiducie valait plus de 3 millions de dollars. 3 millions. Mais selon Diane, c'était de l'argent de préservation que seules les personnes financièrement intelligentes pouvaient gérer. Mes salaires de vendeuse n'étaient que de l'argent de poche qui ne comptait pas vraiment. Chaque vol s'accompagnait du même sourire narquois exaspérant. Si ça comptait tant que ça, tu l'aurais mieux protégé. Alors j'ai commencé à cacher de l'argent liquide dans ma chambre, glissé dans de vieux manuels scolaires et scotché sous le tiroir de mon bureau. Cela a duré exactement 1 semaine avant que je ne rentre à la maison pour trouver ma chambre saccagée et chaque billet disparu. Cacher de l'argent à sa famille, a dit Diane en comptant mes billets de 20 $ sur l'îlot de la cuisine. C'est pratiquement nous voler, Avery. L'audace était à couper le souffle. Juste après la remise des diplômes, j'ai pensé que tout allait enfin changer. Je m'échappais à l'Arizona State University, à 3 états de distance des griffes parfaitement manucurées de Diane. J'avais trouvé un appartement hors campus, près de Tempe, avec 2 colocataires, Sarah et Brooklyn, et nous nous étions liés lors d'appels FaceTime tard dans la nuit pour discuter de la décoration de notre espace commun. J'avais économisé 4 500 $ pour la caution et le premier mois de loyer. Cette fois, j'étais plus maligne. J'ai gardé le secret absolu, ouvrant un nouveau compte dans une banque complètement différente. Je n'ai rien dit à personne, pas même à papa. J'avais appris ma leçon sur la confiance. Pendant des semaines, j'ai joué la belle-fille parfaite. Je souriais aux histoires de Diane sur les drames de son club de lecture et ses plaintes concernant le nouveau jardinier. J'acquiesçais quand elle me montrait des photos de son week-end au spa à Scottsdale. J'étais si proche de la liberté que je pouvais la goûter.
J'avais déjà expédié mes affaires, des cartons de vêtements, mes livres d'enfance, le couvre-lit de ma grand-mère. Tout ce qui comptait pour moi était déjà en route pour l'Arizona. J'ai dit à tout le monde que je partais le lendemain matin pour ma nouvelle vie d'étudiante. Je pensais que j'étais tirée d'affaire. Mais la nuit avant mon départ pour l'Arizona, Diane a soudainement décidé de vérifier tous les comptes de notre famille pour un investissement en crypto-monnaie dont ses amis riches ne cessaient de parler. Une nouvelle monnaie numérique qui était censée rendre tout le monde riche. Je l'ai découvert à 7 heures du matin, déjà à mi-chemin du Nevada fenêtre, baissé musique à fond, me sentant comme dans un montage de film sur la poursuite de ses rêves. Mon téléphone a vibré avec une notification bancaire qui m'a glacé le sang. Solde du compte, $0. Je me suis arrêtée à une station-service, les mains tremblantes, en appelant à la maison. Diane a répondu à la 4e sonnerie, l'air ennuyé. « Oh, tu déménageais aujourd'hui, oups !» Je l'entendais faire défiler son téléphone. « Tu aurais dû mentionner que tu avais besoin de cet argent si c'était si important. Ce n'est pas ma faute si tu ne sais pas communiquer correctement, Avery. » Puis elle a raccroché. J'ai perdu l'appartement. Mes cours commençaient dans 1 semaine. Mes affaires étaient déjà quelque part dans le système postal de l'Arizona. Plus de place en résidence universitaire, pas d'argent pour les hôtels, pas de plan de secours, parce que j'avais pensé que j'étais enfin assez maligne pour déjouer Diane. J'ai passé mon premier mois d'université à dormir dans ma Honda Civic sur le parking du campus, à me doucher au centre de loisirs et à manger des nouilles ramen que je chauffais avec de l'eau chaude des cafés. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que Diane avait absolument raison sur une chose. Je devrais vraiment être plus maligne avec l'argent. 3 jours après avoir commencé à dormir dans ma voiture sur le campus, je me confiais à une fille que j'avais rencontrée dans mon cours d'introduction à l'économie. Elle s'appelait Harper, et elle avait ce rire contagieux qui rendait même ma situation misérable moins désespérée. Nous partagions un paquet de chips d'un distributeur automatique quand j'ai mentionné le nom de ma belle-mère. Harper a failli s'étouffer avec ses Doritos. « Attends, est-ce que ta belle-mère est celle qui a perdu environ $200 000 dans ce truc d'investissement dans du faux vin l'année dernière ?» Je l'ai dévisagé. Quel investissement dans le vin? Oh mon Dieu, oui. Ma mère fréquente les mêmes cercles sociaux. Elle m'a parlé de cette femme qui a acheté environ 50 caisses de vin français, prétendument rares, qui s'est avéré être des bouteilles de supermarché avec de fausses étiquettes de millésimes. C'était une nouvelle pour moi. J'ai commencé à poser des questions sur le campus, mentionnant nonchalamment le nom de Diane à d'autres étudiants issus de familles riches de Californie. Les histoires ont commencé à affluer, comme l'eau à travers un barrage brisé. Brandon, de mon labo de chimie, connaissait l'histoire du marchand d'art qui lui avait vendu 3 croquis originaux de Picasso, qui étaient en fait des reproductions de la boutique d'un musée. Sa tante travaillait à la galerie où Diane s'était vantée de ses nouvelles acquisitions. Zoé, de mon étage de résidence, avait entendu dire par son professeur de tennis du country club que Diane demandait toujours des opportunités d'investissement exclusives et des occasions en or de s'enrichir rapidement. Même mon barista du Starbucks du campus, dont la sœur travaillait dans un salon de coiffure chic de Beverly Hills, m'a envoyé un message direct sur Instagram. « Meuf, j'ai entendu ta belle-mère demander au patron de ma sœur des infos sur un truc de banque privée suisse. Elle semblait super intéressée par les investissements internationaux. » Le tableau est devenu limpide. Diane était déjà dans le radar de tous les escrocs, comme une cible facile. Elle avait la réputation dans son cercle social d'être quelqu'un qui tombait dans le panneau des combines pour s'enrichir rapidement, quelqu'un dont l'ego la faisait croire qu'elle était plus intelligente qu'elle ne l'était en réalité. Elle était une cible ambulante, avec une cible de 3 millions de dollars peinte dans le dos. C'est là que le plan a germé dans mon esprit. Je n'avais pas besoin de créer une arnaque ou de la piéger moi-même. Je devais juste m'assurer que les bons escrocs la trouvent au bon moment. Toutes ces années de vol, toute cette manipulation, toutes ces nuits où j'avais pleuré jusqu'à m'endormir en me demandant pourquoi je ne méritais pas un respect élémentaire.
La boucle était sur le point d'être bouclée. Les requins tournaient déjà. Je devais juste m'assurer qu'ils sentent le sang dans l'eau. Créer de faux comptes de réseaux sociaux s'est avéré plus facile que je ne l'avais prévu. J'ai créé des profils sur Instagram, Facebook et LinkedIn en utilisant des photos de banques d'images de femmes d'âge mûr séduisantes avec des noms génériques comme Patricia Williams et Jennifer Anderson. Ce n'étaient pas des opérations de catfishing, élaborer juste des personnages assez crédibles pour laisser des commentaires stratégiques. J'ai commencé à suivre des comptes de style de vie de luxe, des influenceurs de crypto-monnaies et des groupes d'investissement haut de gamme. Puis j'ai commencé à mentionner le nom de Diane dans les sections de commentaires, toujours subtilement, toujours de manière crédible. Mon amie Diane Morrison vient de réaliser des rendements incroyables sur ses investissements artistiques. Elle a un tel œil pour les pièces de valeur. Diane Morrison de Newport Beach me parlait de cette incroyable opportunité suisse. Elle est si douée pour repérer tôt les entreprises rentables. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui suit la stratégie d'investissement de Diane Morrison? Elle semble toujours trouver les opportunités les plus exclusives. La clé était de la faire paraître riche et prospère, mais aussi juste assez naïve pour être approchable. Je l'ai dépeinte comme quelqu'un avec beaucoup d'argent qui aimait se vanter de ses succès financiers. En quelques jours, mes faux comptes ont commencé à recevoir des messages directs de conseillers en investissement et de consultants en capital investissement. J'ai ignoré la plupart d'entre eux, mais j'ai soigneusement sélectionné ceux qui semblaient les plus professionnels, les plus convaincants, les plus susceptibles de tromper quelqu'un comme Diane. Puis, je les ai trouvés. Alpine Capital Management, prétendument basé à Zurich. Leur site web avait l'air incroyablement légitime. Portraits professionnels, témoignages, portefeuille d'investissement détaillés. Ils prétendaient gérer des opportunités exclusives pour des particuliers fortunés avec des investissements minimums à partir de 500 000 $. Parfait. J'ai créé un dernier faux compte cette fois en me faisant passer pour une riche mondaine de la région de Diane. J'ai commencé à commenter les publications d'Alpine Capital, m'extasiant sur mes rendements incroyables et mentionnant à quel point ils étaient sélectifs avec leurs clients. Puis, j'ai fait mon coup. En utilisant mon faux compte de mondaine, j'ai laissé un commentaire sur l'une des propres publications Instagram de Diane, une photo d'elle à un déjeuner de charité. Diane, tu es magnifique. As-tu entendu parler d'Alpine Capital Management? Je pense que tu serais parfaite pour leur programme d'investissement exclusif. Ils ne travaillent qu'avec des investisseurs sophistiqués comme nous. J'ai surveillé son activité comme un faucon. En 6 heures, Diane avait visité le site web d'Alpine Capital. En 12 heures, elle avait aimé plusieurs de leurs publications. En 24 heures, elle leur avait envoyé un message direct. Le piège était tendu et Diane y était tombée tout droit, le claquement de ses talons de créateur résonnant. Alpine Capital Management a contacté Diane dans les 48 heures. Je le sais parce qu'elle n'a pas pu s'empêcher de s'en vanter à son club de lecture, et la mère de Harper était là pour témoigner de chaque mot. Ils m'ont contacté personnellement, avait dit Diane selon la mère de Harper. Apparemment, j'ai exactement le genre de profil d'investissement sophistiqué qu'ils recherchent. C'est très exclusif. Ils ne travaillent qu'avec des clients qui ont des actifs liquides importants. La belle ironie ne m'a pas échappé. Pendant des années, Diane m'avait volé mon argent en prétendant que je n'étais pas assez intelligente financièrement pour le gérer correctement. Maintenant, sa propre arrogance la menait tout droit vers la leçon la plus chère de sa vie. L'approche d'Alpine Capital était magistrale. Ils ne l'ont pas pressée ni mise sous pression. Au lieu de cela, ils lui ont envoyé des prospectus détaillés sur les opportunités de capital investissement européen avec des graphiques montrant des rendements historiques qui feraient s'illuminer les yeux de n'importe qui avec des signes de dollars. Ils ont organisé des appels vidéo avec le gestionnaire de portefeuille principal, James Richardson, qui parlait avec un accent britannique impeccable.
et opérait depuis ce qui semblait être un bureau vitré surplombant les Alpes suisses. Ils lui ont envoyé des rapports exclusifs sur les marchés émergents et les partenariats en crypto-monnaie qui semblaient incroyablement sophistiqués. Plus important encore, ils l'ont fait se sentir spécial. Ils lui ont dit que son sens de l'investissement était rafraîchissant par rapport à leurs clients américains typiques. Ils ont loué ses questions, les qualifiant de perspicaces, et ses objectifs financiers d'admirablement ambitieux. Diane a dévoré ça comme un gâteau au chocolat. Harper me tenait au courant grâce au rapport de sa mère du club de lecture. Diane avait commencé à mentionner Alpine Capital, constamment faisant allusion à de grands mouvements qu'elle faisait sur les marchés internationaux. Elle a acheté des livres sur la banque suisse et la finance européenne, les laissant stratégiquement placés dans la maison où papa les verrait. Elle essaie de prouver qu'elle n'est pas juste une vieille fortune assise sur son argent, avait observé la mère de Harper. Elle veut montrer à tout le monde qu'elle peut faire fructifier son fonds en fiducie pour en faire quelque chose d'encore plus grand. L'investissement minimum était de 500 000 $, mais Alpine Capital avait laissé entendre que des investissements initiaux plus importants la qualifieraient pour un placement de portefeuille premium avec des rendements encore plus élevés. Ils lui ont montré des projections qui doubleraient son argent en 18 mois. La cupidité et l'ego de Diane ont créé la tempête parfaite. Elle ne se contentait pas d'une croissance stable et ennuyeuse. Elle voulait frapper un grand coup qui prouverait à tout le monde, en particulier à papa, qu'elle était un génie financier qui méritait le respect. Elle a commencé à tout liquider. Actions, obligations, même des pièces de la collection de bijoux vintage de ma grand-mère, sur lesquelles elle avait réussi à mettre la main au fil des ans. Et le plus beau, c'est qu'elle a gardé le secret vis-à-vis de papa, parce qu'elle voulait le surprendre avec sa réussite. Un vendredi après-midi de mars, Diane a viré l'intégralité de son fonds en fiducie à Alpine Capital Management en 6 transferts distincts, totalisant 3,2 millions de $. Elle avait liquidé tout ce qu'elle possédait, sauf sa voiture et ses bijoux, convaincue qu'elle était sur le point de devenir l'histoire à succès en matière d'investissement de son cercle social. J'étais dans ma chambre d'étudiante. Oui, j'avais enfin économisé assez d'argent grâce à mon travail sur le campus pour quitter ma voiture quand Harper a fait irruption dans ma chambre avec des nouvelles de sa mère. « C'est parti !» a dit Harper, essoufflé d'avoir traversé le campus en courant. Tout. Le site web a disparu à la clôture du marché aujourd'hui et ma mère dit que Diane est complètement hystérique. Le lundi matin, des agents du FBI étaient à la porte de papa. L'agent principal, le détective Rodriguez, a expliqué qu'Alpine Capital Management faisait partie d'une opération de fraude internationale dirigée par d'anciens cadres de Wall Street qui s'était tournée vers la cybercriminalité après avoir été bannie de la finance légitime. C'est l'une des opérations les plus sophistiquées que nous ayons rencontrées, a déclaré le détective Rodriguez à papa et Diane. Ils ont ciblé des particuliers fortunés dans plusieurs pays. L'argent a été acheminé via des sociétés écrans à Chypre et aux îles Caïmans. La récupération est pratiquement impossible. Diane a hurlé sur papa, disant qu'elle avait été professionnellement ciblée et victime de criminels internationaux. Elle a exigé qu'il engage les meilleurs avocats que l'argent puisse acheter pour récupérer son fonds en fiducie. Elle a menacé de poursuivre le FBI pour ne pas avoir protégé les citoyens américains des escrocs étrangers. Papa a écouté exactement 30 minutes de son hystérie avant d'entrer dans son bureau et d'appeler son avocat spécialisé en divorce. Non pas parce qu'il se souciait soudain de tout l'argent qu'elle m'avait volé au fil des ans. Non pas parce qu'il la reconnaissait enfin comme la voleuse manipulatrice qu'elle avait toujours été, mais parce que son avocat lui a expliqué que voir son nom associé à une affaire de fraude de plusieurs millions de dollars pourrait détruire ses propres comptes de retraite et sa réputation professionnelle. Sa survie financière dépendait de couper les ponts avec Diane immédiatement. Les papiers du divorce ont été déposés l'après-midi même. L'épargne retraite de papa a survécu uniquement parce que Diane avait été trop fière pour toucher à l'argent de la classe ouvrière.
Elle avait toujours considéré sa pension d'enseignant et son modeste 401K comme étant en dessous de ses stratégies d'investissement sophistiquées. En 6 mois, Diane est passée de 3 millions de dollars d'actifs à 50 000 dollars de dettes juridiques, en essayant de récupérer de l'argent qui n'existait plus. 2 ans plus tard, je suis en 3e année à l'Arizona State. J'étudie la finance d'entreprise avec une mineure en cybersécurité. Je vis dans un bel appartement près du campus avec Harper comme colocataire et je n'ai plus jamais dormi dans ma voiture. Diane emballe les courses chez Whole Foods à Scottsdale. Je le sais parce que la mère de Harper l'y a aperçue lors d'une virée shopping, portant un tablier vert forêt et demandant aux clients s'ils voulaient leur lait dans un sac séparé. La femme qui a un jour dépensé l'argent de mon bal de fin d'année pour des chaussures de créateur compte maintenant les pièces de pourboire dans la salle de pause. Elle m'envoie des textos de temps en temps. « Avery, j'ai besoin de 50 dollars pour une urgence. Peux-tu aider ta belle-mère? J'ai des problèmes de voiture. 75 dollars pour les réparations me serait vraiment utile. La facture d'électricité est en retard. Juste 100 dollars me sauveraient de la coupure. » Je ne réponds jamais. Parfois, je me demande si elle a appris quelque chose en perdant tout. Si elle pense un jour à toutes ces fois où elle a vidé mes comptes pendant que j'étais à l'école, ou si elle réalise la justice cosmique dans la façon dont sa propre cupidité a causé sa chute. Mais ensuite, je me souviens de son sourire narquois quand elle a trouvé mon argent caché. Si ça comptait tant que ça, tu l'aurais mieux protégé. Elle avait raison sur le fait de protéger ce qui compte. Je l'ai juste protégé mieux qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Le plus beau, c'est que, techniquement, je ne l'ai jamais arnaquée moi-même. J'ai simplement fait en sorte que les bons escrocs la trouvent au bon moment. Toutes ces années, elle m'a dit que je n'étais pas assez intelligente pour gérer l'argent correctement. Et à la fin, c'est sa propre intelligence financière qui a détruit sa vie. Papa me demande de temps en temps si je me sens mal pour ce qui est arrivé à Diane. Je lui dis la vérité. J'ai de la peine pour chaque adolescente qui travaille le week-end pour économiser de l'argent seulement pour se le faire voler par quelqu'un qui devrait plutôt la protéger. Je n'ai pas de peine pour les voleurs qui se font avoir par leur propre cupidité. Mon compte en banque a maintenant plusieurs niveaux de sécurité et je suis la seule personne à y avoir accès. J'ai économisé assez pour payer mes études sans prêt et je planifie déjà ma carrière post-diplôme dans la prévention de la fraude financière. Il s'avère que Diane avait raison sur une chose. J'aurais vraiment dû être plus maligne avec l'argent.